Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Nous sommes de retour après un bon mois d'absence pour cause de Ryder Cup, mais comme le dit l'adage, plus c'est long, plus c'est bon. Et mes chroniqueurs ne vont pas me contredire, ils sont 3 autour de cette table et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes comme d'habitude. Je vous propose de les présenter aujourd'hui sur le thème d'Halloween, vu que nous sommes en plein dans cette période. Présentation en musique, s'il vous plaît. On commence à ma droite, ces accélérations sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines font froid dans le dos à tous les observateurs petits ou grands. Le Dracula du club de Vélizy 78 est de retour pour nous jouer un mauvais tour dans cette émission. Le capitaine Yann Dujarrier nous fait le plaisir, une nouvelle fois, d'être présent sur cette émission. Bonsoir Mickaël. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous faites peur à tous les observateurs? Non, pas aux observateurs parce qu'ils me connaissent. Par contre, les nouveaux, oui, parfois je leur fais peur puisque je ressemble pas du tout à un sprinter, puisque je suis tout fin et une fois qu'ils ont goûté à mon double sprint, oui là maintenant après, en effet sur ce moment-là ils ont peur, mais après ils sont habitués. Après c'est fini. C'est fini. Ça ne dure qu'un coup. On passe à ma gauche, musique, Les Dents de la Mer, L'Exorciste, Shining, Paranormal Activity, des films qui font peur mais pas autant que les soufflantes à la mi-temps de ce coach hors du commun, l'ancien entraîneur du Plaisir Rugby Club, Jean Miss, la légende, le mythe, est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Jean. Bonjour Mickaël. Alors est-ce que c'est une légende ou pas? C'est soufflante à la mi-temps de coach Jean Miss. Non, c'est une légende. Non, je suis comme tout le monde, je remets les choses en place quand il faut qu'elles soient mises en place. Puis ça dépend de l'humeur aussi des fois et du comportement de l'équipe. Mais bon. Des fois il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du moins bon. Et puis c'est long, puis c'est bon. On termine à ma droite, musique. Ces réparties sont aussi tranchantes que la lame aiguisée de Jack l'Éventreur. Quand on est face à lui au duel, nous sommes face à un véritable cauchemar, celui que l'on surnomme le gladiateur dans cette émission. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles nous fait une nouvelle fois l'honneur de venir sur cette émission. Bonjour Pierre. Salut Mickaël, forme et bonheur à tous. Comment allez-vous? Pleine forme, une rentrée qui s'est très bien passée, on va en parler, et en gros prêt à ferrailler avec mes camarades. Vous avez aiguisé vos lames avant d'arriver? Tout à fait, le glaive est prêt. Attention, il y a Jean en face de vous et Yann à côté de vous. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont perdu en finale de play-off. Nous ferons également un focus sur le club de rugby de Versailles qui se porte très bien dans le championnat de division honneur. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler cyclisme dans ce Si on parlait sport. On commence donc par du cyclisme. Une étape de Coupe du Monde était organisée du 19 au 21 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les Français qui espéraient briller devant leur public ont déçu pendant la compétition. Ils n'ont remporté qu'une médaille d'argent vitesse par équipe avec Grégory Boger, Sébastien Vigier et Mickaël Dalmeda et 2 médailles de bronze avec Adrien Garel en scratch et Benjamin Thomas sur l'omnium. On écoute le directeur technique national Christophe Manin. Quelques regrets, on était à domicile, on espérait peut-être avoir des meilleurs résultats, on a tenté. Plusieurs de nos sportifs sont sortis assez rapidement dans les manches de qualification, donc quelques regrets. Une compétition difficile également pour Mathilde Gros. La pépite du cyclisme français âgée de 19 ans a été éliminée du Keirin alors qu'elle avait obtenu le titre européen lors des derniers championnats d'Europe. La sportive a également échoué en vitesse individuelle avec une 4e place au sprint, mais la championne relativise. On l'écoute. Je vais plutôt prendre les points positifs, regarder toutes les erreurs tactiques que j'ai faites pour pouvoir les mettre en œuvre, justement ne pas faire les mêmes erreurs dans une semaine à Toronto. Donc pour l'instant je ferai un bilan à la fin des 2 semaines, à la fin des 2 Coupes du Monde. La question sur ce thème, faut-il déjà tirer des conclusions après cette première étape de Coupe du Monde? Vous votez? Oui, non? Vous êtes unanime? Voilà. Jean. Sujet suivant. Non, je dis non. Pourquoi? Parce que c'est une étape. Une étape, c'est une manche à la Coupe du Monde. Bon, donc c'est comme dans un championnat, ils ont perdu un match, mais après les dés sont pas jetés, quoi. Donc tout sportif qui se respecte peut avoir une contre-performance. C'est le cas sur cette manche-là. Et après, je pense quand même que ça ne remet pas en cause la qualité des sportifs que nous avons dans cette discipline. C'est tout pour moi. Yann, vous êtes d'accord avec Jean?
Complètement, surtout que... Parce que les Français quand même voulaient quand même des médailles sur cette étape de Coupe du Monde. Ils étaient à domicile, il faut le rappeler. Moi, le gros point positif que je ressors de cette Coupe du Monde, c'est le super chrono de Greg Boger sur le premier tour de la vitesse par équipe. Il est repassé en dessous de 17,5, il a fait un bout de 17,4. Donc ça, c'est quand même un gros point fort, parce que c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on galérait sur le démarreur. Donc là, Greg revient fort sur ce poste. Ensuite, Sébastien Vigier fait quand même le 3e chrono, non, le 4e ou 5e chrono de la qualification du 200 mètres, avec un très beau 9,6. Pour moi, ils sont au niveau. Voilà. Après, ça s'est joué à des petits détails. Il se fait disqualifier en quart de finale, alors qu'il était, les portes étaient ouvertes pour la demi. Donc, quand on est en demi, il y a 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. Il était quand même très fort, même si Lavrezen était impressionnant sur ce week-end. Donc voilà, il y a plein de choses positives qui se sont et ensuite, des décisions arbitrales qui n'ont pas été en notre faveur. Et pour moi, ça s'est joué simplement à des détails pour obtenir de meilleurs résultats en termes de médailles. Maintenant, en termes de performance, les gars et les filles étaient là. Pour revenir à Mathilde, en termes de médailles. En termes de performance. En termes de performance chronométrique, en termes de performance, même en intention, parce que j'ai vu des choses qui ont été faites sur les courses de peloton et quand même, on sent que ils avaient l'envie, ils avaient les moyens. Ensuite, quand vous êtes sur une course de peloton, il y a 24 gars vous n'êtes pas tout seul. Vous avez beau avoir l'envie, parfois c'est un peu plus compliqué. Et donc là, moi, ça je l'ai vu, je l'ai ressenti. Il y avait vraiment une bonne dynamique dans l'équipe. Maintenant, pas de bol, des mauvaises décisions. Je pense à je retrouve plus son prénom, mais à Gélande qui passe à la corde alors que jamais elle doit passer à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de danger sur l'élimination. Elle se fait éliminer parce que elle n'avait pas à passer là. Des erreurs tactiques. Des mauvaises décisions. Donc voilà. Pour moi, c'est plutôt un bilan positif. Il y a pas d'inquiétude. Pierre Chevalier, est-ce que pour vous, il faut s'inquiéter quand même quand on voit des disqualifications d'un Sébastien Vigier, déqualification, c'est ça. Disqualification, voilà. Et Mathilde Gros également, qui est rétrogradée. Qu'est-ce qu'on peut en penser finalement ? Est-ce qu'on peut être inquiet quand même pour cette équipe de France ? Non, on en parle suffisamment ici. Je pense que c'est une affaire de cycle sportif. Jeannot l'a rappelé. C'est une saison, c'est long, que ce soit, mais plus c'est bon, comme vous le rappeliez. Il y a des scénarios qui s'écrivent d'une certaine manière au début ou à la fin. Là, c'est un démarrage difficile, comme vous l'avez cité, mais il y a encore pas mal d'occasions de se refaire. Ça permet de se jauger un petit peu. Si je suis Yann, a priori, c'est les Français sont là sur les performances, mais ils sont tombés sur meilleurs qu'eux à ce moment donné là. Donc voilà, c'est simplement les lois empiriques du sport. Une série qui démarre, pas forcément d'inquiétude parce que les différents champions et championnes semblent lucides sur leurs performances et sur leurs prestations. Donc à suivre pour la suite, mais en tenir compte pour la suite. Alors je vous sens pas vraiment inquiet autour de cette table. Pourtant, quand même, il n'y a pas eu de victoire en sprint depuis 4 ans en Coupe du Monde et 7 ans chez les femmes, quand même, Jean. Finalement. Vous n'êtes pas inquiet, mais quand même 4 ans sans victoire. Oui, mais ils sont en préparation. Donc, pas parce que là, ils n'ont toujours pas gagné qu'il faut jeter l'eau du bain avec le bébé. On l'a senti venir. Yann, le problème du sprint, c'est que 4 ans, ça commence à faire long quand même. Oui, mais il n'y a plus de nation dominante comme il y a pu y avoir à certaines époques. On voit les nations arrivent à briller pendant 2 saisons. Avant c'était des hégémonies beaucoup plus longues. Je vois bien de quoi vous parlez. La France a été ultra dominatrice dans les années Florian Rousseau et Florian, et puis après on enchaînait avec Arnaud Tourdan et puis Laurent Gannet.
Maintenant, le turnover est beaucoup plus rapide. Quand les gars arrivent à être bien sur 2-3 saisons, c'est déjà très bien. Et c'est la raison pour laquelle les Anglais, eux, créent des cycles encore plus longs, parce que la seule chose qui les intéresse, ce sont les Jeux Olympiques. Et je dirais que ils laissent presque les miettes aux autres pendant les années, pendant les 3 années où il y a pas les Jeux. Donc voilà, c'est vrai que sur la vitesse par équipe, les Néo-Z ont été très bons pendant quelques années, et là on voit que les Hollandais prennent le leadership. Et même dans ce cadre-là, ils arrivent à être champions du monde, mais ils ne sont pas champions d'Europe. Donc voilà, ça montre bien la difficulté et la densité, et le fait que tout se joue à des tout petits détails. On a vu une très belle poursuite des Anglais qui s'est soldée en moins de 10 tours, parce que ils ont fait une erreur au démarrage, et voilà, en finale. Et pourtant, ce sont les Anglais, et même là, ils arrivent à faire des erreurs et à passer à côté. Donc voilà, pas d'inquiétude. Tout ça, c'est du rodage. Les Français, même s'ils n'ont pas les résultats, sont toujours parmi les meilleures nations, sont toujours là. Oui, bien sûr, on est deuxième, on est troisième, on n'est pas toujours, mais on est champion d'Europe. On a été champion d'Europe avec Mathilde Euro. Et puis non, au keirin, mais aussi en vitesse, il y a kilomètres par exemple avec Quentin Lafargue. Donc voilà, pas cette année, mais les années précédentes. Donc voilà, il y a des titres, il y a des choses qui sont là, mais voilà, il faut que tout puisse être mis en place sur les bons événements. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne sur Mathilde Gros, Pierre Chevalier. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression autour de cette fille? Finalement, 19 ans, elle est championne d'Europe, forcément on l'attend au tournant, dès la première compétition à domicile. Et finalement, elle se plante, on va le dire clairement. Oui, et si je me souviens bien, c'est une jeune fille qui vient d'un autre sport et qui n'a pas vraiment du basket, voilà. On en avait parlé ici. Dans l'aspect reconversion, elle manque évidemment je pense, d'ancienneté dans ce sport exigeant. En revanche, c'est une pépite, et en France on a effectivement tendance à mettre beaucoup d'attentes et beaucoup d'enjeux et de pression sur les jeunes championnes ou champions, parce que on n'en a pas tant que ça. Donc quand il y en a une qui se présente, effectivement on a beaucoup d'attentes. En revanche, laissons-lui le temps d'exploser dans ce sport. Elle a a priori un certain nombre d'atouts, un mental qui va bien. Elle me paraît aussi fraîche et lucide sur la partie performance. Donc oui, elle se plante. On avait peut-être trop d'attentes pour le démarrage. Laissons-lui le temps d'exploser dans ce sport. Jean, vous êtes d'accord avec Pierre? Oui, tout à fait, bien sûr. Elle est jeune, et puis, mais on voit, Pierre parlait de la lucidité, elle est totale, parce qu'elle a fait des erreurs, elle en a pris conscience, et ça va la faire grandir, ça va la préparer. Et elle a 19 ans, donc forcément ce sera une grande championne. Mais elle y met le temps, et nous, c'est le mal français. Dès qu'on a des graines de sportifs, de grands sportifs, on voudrait tout de suite que ça explose, tout de suite qu'on soit en haut de l'affiche. Mais non, il faut. Des fois il y a des doués, mais des doués il y en a très peu. Bon, il y a des gens aussi qui sont faits pour ça, qui sont légèrement doués, mais qu'il faut quand même du travail pour ce niveau-là, puisque Yann l'a dit, le niveau se resserre de plus en plus, et que les sièges éjectables, ça va beaucoup plus vite. Donc laissons-lui le temps, mais je pense qu'elle a tout pour réussir. Alors il y a quand même des satisfactions sur cette étape de Coupe du Monde, avec Benjamin Thomas qui a remporté une très belle médaille de bronze en étant un peu à court de forme. On l'écoute. On va retenir le positif, voilà, pour au titre personnel, la 3e place sur l'Omnium. Hier j'ai eu des grandes sensations, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vibré avec le public, et ça a été vraiment un grand moment, et voilà, ça fait du bien d'avoir des compétitions en France chez nous, quoi. Yann, c'est une super performance quand même pour Benjamin Thomas. Une 3e place, bien sûr, oui, qu'il est allé chercher brillamment. Mais je dirais, c'est un petit peu ce que je disais en introduction tout à l'heure. Il est allé la chercher à la motivation, le public l'a aidé sur certains sprints, et puis
il a bien vu la course. Il a pris les tours au bon moment sur la course à points. Donc voilà, c'était une très belle course et un grand plaisir de le voir. Il y avait une belle domination aussi parce que, alors de mémoire, je crois que c'est un Espagnol qui gagne l'Omnium, mais il était très 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 costaud sur le début de la course au point et donc voilà, c'était très très sympa à voir. Dernière question sur cette thématique. Moi, je voulais juste intervenir sur Mathilde. Je pense qu'il y a une petite erreur sur les 3 jours. Elle a couru les 3 jours. Et il aurait peut-être... Elle nous avait expliqué avant le début de la compétition que c'était maintenant les nouvelles normes pour les grandes championnes. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, oui, mais le problème, c'est qu'elle a 19 ans. Oui, donc bien sûr qu'il faudrait qu'elle court les 3 jours, mais pour l'instant, elle a que 19 ans. Et il faut encore peut-être lui laisser un petit peu de temps. J'ai vraiment senti sur les 2 manches de Keirin, la demi-finale et la finale, qu'elle manquait de jus. Et elle n'a pas fait ses sprints comme elle faisait habituellement. Peut-être que c'était son choix, peut-être. Je ne sais pas, je ne remets pas qui en cause, mais voilà, prenons le temps. Alors, dernière question sur cette thématique, est-ce qu'il faut refaire une compétition comme celle-ci au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Il y a quand même eu plus de 300 athlètes, 3000 spectateurs en moyenne au Vélodrome national. Oui ou non ? Rapidement. Alors, pas tous les week-ends parce qu'il faut que je m'entraîne. Pierre. Là aussi, on en a souvent parlé ici. Sur la communauté d'agglo et en Ile-de-France, plus il y a d'événements sportifs de cette envergure-là, dans tous les sports, mieux c'est pour le développement justement de cet esprit sportif derrière lequel on court depuis longtemps, pour donner en plus du spectacle et du plaisir aux spectateurs, de donner aussi quelques idées, quelques vocations. Ouais. Jean, vous aussi ? Pas mieux. Ok. On ouvre maintenant une page rugby dans ce Si on parlait sport. Dans le championnat de division honneur, Versailles n'en finit à plus de gagner. Les Versaillais ont engrangé leur 4e victoire de la saison en autant de matchs en s'imposant assez facilement 26-9 contre le RC Paris 15. On écoute les réactions. On a eu un petit passage un petit peu un temps faible en fin de première période. On a remis les bouchées doubles en début deuxième mi-temps et c'est... Je dirais pas que c'est sans forcer, mais on a confiance en nos forces. On est au-dessus dans le sens où on a confiance en nos forces et quand on arrive à jouer simplement, on peut arriver à mettre en difficulté n'importe qui. Donc à partir de là, c'est plus facile. On est très content, très satisfait de l'engagement des gars et de ce qu'ils produisent à l'entraînement. Donc on est sur la bonne voie. Pierre, on l'a vu sur ces images, ils sont très tactiles à Versailles. Eh oui, c'est un sport de contact, le rugby, évidemment. Oui. Alors avec cette victoire, les joueurs de la Cité Royale s'envolent déjà au classement. L'équipe compte 4 points d'avance sur Clichy après seulement 4 journées dans ce championnat de division honneur. Malgré cette place de leader, les Versaillais ne veulent pas s'enflammer. L'excès de confiance, on le sait, partout dans la vie c'est comme ça, dès qu'on a un peu trop d'excès, je pense que derrière on peut avoir des déconvenus. Donc voilà, il faut rester vigilant, travailler, bosser, continuer parce que bon, il y a la montée en Fédéral 3, mais après il y a l'aventure aussi humaine avec les garçons. Il y a encore plein de matchs, le plus important là c'est de faire un premier bloc, le premier bloc des 4 matchs, de faire que des victoires. On ne s'attendait pas à prendre autant de points de bonus offensifs je pense, surtout contre des équipes comme RCP 15 et donc non, c'est tout bon. La question sur ce thème, l'équipe de Versailles est-elle déjà en Fédéral 3 ? Vous votez, messieurs ? Oui ? Non ? Ah bah... peut-être. Non. Les spécialistes disent non. Moi, je ne me prononce pas. Moi, je voulais juste poser une question. Par contre, je mouiller un petit peu dans cette émission. Non, je vais pas me mouiller. Et comment ils font pour avoir des coupes de cheveux encore qui tiennent comme ça à la fin d'un match moi, à la fin d'un tournoi de vitesse, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. C'est les bons produits et un petit peu de temps dans les vestiaires. Ça se pomponne. Bon, en tout cas, ça marche. On voit sur le terrain, ça marche. Alors, l'équipe de Versailles était déjà en Fédéral 3. Vous avez tous répondu non. Jean, pourquoi ? On donnera la parole à Pierre juste après. Parce que sportivement, on ne peut pas dire il n'y a que 4 journées. 4 points d'avance, c'est rien du tout, c'est une victoire. Puisque c'est une victoire simple, c'est 4 points, et bonifié, c'est 5 points. Donc on peut pas dire à 4 journées du début qu'une équipe est déjà finira première. D'autant plus qu'ils n'ont pas creusé l'écart. Voilà, on a le classement sous les yeux. Ils n'ont pas encore creusé l'écart. Ils n'ont pas joué Clichy.
qui est à mon avis le principal adversaire de Versailles qui pour la montée avec 15 points. Voilà, ils les ont pas encore joués en opposition directe. Donc non, on peut pas. Puis sportivement, ça se dit pas ça. Même si pour moi, là c'est moi que j'engage. Cette année, je vois pas comment ils pourraient pas finir premier de poule, étant donné que ils ont mis les ingrédients qu'il fallait, que ce soit au niveau recrutement, que ce soit au niveau continuité de politique de club. Donc bon, après, c'est bien structuré selon vous? Oui, c'est un club structuré. Le seul petit, je l'avais déjà parlé ici, le seul petit bémol que je peux reprocher à ce club, c'est s'ils veulent continuer et pérenniser sur leurs résultats, c'est qu'ils arrêtent de changer d'entraîneur, quoi. Parce que je pense que si on fait le bilan de Versailles sur les 5 dernières années, je crois qu'il doit y avoir, ou les 6 dernières années, il doit y avoir 4 entraîneurs sur 6 ans, quoi. Donc là, pour la continuité d'un club et d'un groupe, c'est compliqué de changer de discours et de jeu, de système de jeu, quasiment tous les ans. Mais on souhaite en tout cas au nouvel entraîneur de rester un peu plus longtemps que les autres. Non, mais le nouvel entraîneur est très bien, je le connais bien, il est très bien, et surtout, il s'appuie sur un groupe qui est déjà bien en place, collectivement. Avec encore du recrutement à des postes où ils étaient un petit peu encore faibles. Donc pour moi, je vois pas qui va pouvoir les arrêter et finir premier et accéder à la 3e division. Alors Pierre, contexte plus avertissement. Voilà, à Versailles cette année, c'est une histoire de contexte, et il y a eu 2 avertissements ou un deuxième actuellement. Jean le disait, il y a une recherche de continuité sur la partie sportive. Ce que le bureau du club et la direction du club met en place, ça s'inscrivait sur un cycle de 3 ans. C'est-à-dire que on a repris le club avec les historiques, la famille Nerneuf depuis 3 ans, un peu moins de 3 ans maintenant, avec un objectif de remonter en Fédéral 3 sur les 3 années. Le staff sportif devait s'inscrire dans la durée, et c'est pour ça, c'est-à-dire à la réponse négative, c'est pour ça qu'on a dû changer l'année dernière d'entraîneur. Jean le rappelait, on a misé sur un quatuor d'entraîneurs en première et en réserve qui va justement construire la destinée sportive du club pendant les 3-4 années à venir, et plus si affinité. Là, c'est vraiment l'objectif actuel. Le contexte, donc, c'est une restructuration du club, et puis justement une mise en avant de la formation, parce qu'un des objectifs en plus de la montée en Fédéral 3, c'est d'avoir un maximum de joueurs formés au club dans les équipes seniors dans les années à venir. Et ça commence à donner, puisqu'on a des juniors montants de l'année dernière qui avaient fait une très belle saison en championnat de France, notamment tombant uniquement contre le champion de France, le Stade Français. On a des juniors qui sont en première et en réserve cette année. Donc là, la politique de formation donne du fruit. Et donc sportivement, le contexte, c'est vrai que c'est une poule qui est abordable. Je ne vais pas dire facile, mais c'est une poule qui est abordable sportivement, plus que la poule qu'on avait l'année dernière, avec quelques gros cylindrés, mais des équipes qui sont à notre portée. Pour l'instant, le contexte nous donne raison de ce côté-là. Il faut aussi un facteur chance, c'est d'avoir justement de tomber dans cette poule plutôt que dans l'autre poule honneur qui est aussi un petit peu plus relevée et où ça va ferrailler dur. Notre objectif, c'est de finir premier de poule pour pouvoir accéder directement dans la Fédérale 3. Et les 2 avertissements, on en a eu un déjà. C'était le premier match d'ailleurs, et c'est tombé idéalement dans la saison, parce que c'était le premier match à l'extérieur à Monté-son-Château, et on gagne le match à la toute dernière seconde par une pénalité, et après avoir fourni un match relativement dégueulasse, assez laid, mais dans l'engagement au moins mental, Versailles passe. Le deuxième avertissement, ça serait maintenant de ne surtout pas prendre la grosse tête et de ne prendre personne de haut. On n'est pas arrivé, la saison est encore longue, on le rappelle suffisamment ici. Yann Dujarrier, on va vous réveiller dans cette émission. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont vu. C'est très difficile apparemment. Alors le fait d'avoir échoué peut-être l'année dernière, alors que quand même Versailles était dans le haut du classement, est-ce que c'est un bon avertissement finalement pour cette saison? C'est ce que, selon vous, c'est ce qu'on vient de nous dire. Qui avait le regard vraiment extérieur par rapport très au club. Extérieur par rapport au rugby tout simplement. La seule chose que je vois, c'est que, et par rapport à ce que Pierre vient de nous dire, c'est qu'ils ont battu Montesson, et en effet c'est certainement
vraiment une bonne chose parce que même en ayant perdu contre vous, on voit que Montesson est quand même toujours troisième du championnat et toujours au contact. Donc en effet, là, il y a peut-être eu un bon coup de bol et quelque chose qui surtout que ça s'est joué sur la fin du match, ça s'est joué à rien. Maintenant voilà, tout a été dit puisque il faut ça fait que 4 journées. Tout ce qui est pris, c'est déjà bien. L'objectif, il faut rester focus dessus. Et puis, une saison de rugby, c'est long. Faut croiser les doigts, pas de blessure. Ouais. Voilà, c'est quand même ce qui est le plus important. Et dans ces sports de contact, c'est quand même ce qui arrive aussi assez régulièrement. Donc, va falloir pallier à tout ça. Mais bon, voilà, bravo pour ce bon début de saison. Jean le rappelait au départ, on a cette année un effectif fourni, c'est-à-dire on est à près de 90 seniors pour deux équipes, pour le groupe senior. On bénéficie d'un bouche à oreille positif et puis des résultats de l'année dernière puisque l'équipe senior fait un quart de finale de championnat de France en honneur. Donc ça généralement ça parle à des joueurs. On a la chance aussi en Ile-de-France d'avoir pas mal de mutations professionnelles d'année en année et donc des joueurs qui viennent frapper à la porte des clubs dont on parle. On a eu cette chance-là l'année dernière de faire un bon bout de chemin avec le staff en place et avec l'effectif en place. Donc on a un effectif qui devrait nous permettre de pallier à toute blessure grave en espérant évidemment les éviter. Ouais. Jean, le coach craignait également la période hivernale avec justement des blessures ou peut-être une démotivation des joueurs qui ne viennent pas forcément à l'entraînement, qui ratent un entraînement. Est-ce que c'est une période vraiment charnière, vraiment dans une saison, cette période hivernale, surtout en rugby? En rugby, de toute façon, c'est pas que Versailles, c'est tous les clubs. La période hivernale, en plus, elle est longue, un mois. Et forcément, tout le monde se relâche un petit peu. Et avec les terrains aussi un peu boueux. Avec les terrains peut-être plus gelés que boueux. Gelés que boueux. Ouais, c'est plus le gel que la boue au rugby. La boue, c'est pas bien grave la boue au rugby. C'est le gel qui fait mal. Donc c'est plus dans ces cas de figure qu'on peut risquer les blessures, mais encore une fois, on l'a dit, ils ont un gros effectif. Après, il va falloir rester concentré parce que forcément, au fil de la saison, le plus gros pour l'entraîneur, c'est de garder son équipe à un niveau supérieur aux autres et donc à un niveau de jeu supérieur pour ne pas perdre, quoi. Parce que ça va être l'équipe à battre. Forcément, tous les dimanches, tout le monde va vouloir battre Versailles vu que ce sont les leaders. Et forcément, eux, ils vont être obligés d'être au top tous les dimanches. Et c'est là où c'est compliqué et difficile. Et c'est pour ça qu'à 4 journées du début, on peut pas commencer à dire ça y est, c'est fait. C'est rapidement, Pierre. Ce qui est en train de se créer, et Tiffen le rappelait dans son interview, c'est que c'est aussi une aventure d'hommes, une aventure de copains. Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe senior. On mise autant sur l'humain que sur le sportif, et donc là pour l'instant ça démarre bien, la maillot est en train de prendre et on vise, en plus de la montée en Fédéral 3 à l'issue des matchs de poule, un petit trajet en championnat de France. C'est tout ce qu'on souhaite. Et une ambiance également on peut le dire positive dans les tribunes. Les joueurs du RCV sont soutenus à chaque match depuis 1 an par un collectif d'ultra versaillais composé d'une 20aine de membres. Pendant toute la rencontre, ces supporters installés en haut de la tribune du stade de Porchefontaine n'hésitent pas à chanter, danser ou encore à sauter, et ils font beaucoup de bruit. Regardez. En fait, nous, tout au long de la saison, on va suivre le RCV. On est le collectif Ultra et en fait, on vient voir tous les matchs, supporter les copains tous les dimanches, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on a créé l'asso et c'est génial, on prend du bon temps avec les potes tous les week-ends. J'allais simplement faire le parallèle avec ce qu'on a pu voir pendant ce week-end, enfin le week-end dernier au Vélodrome de Saint-Quentin. Dès qu'il y avait un Français qui mettait la moindre attaque, tout le Vélodrome était en ébullition, criait. Et puis quand c'était les Français qui gagnaient pas, les autres nations ils faisaient un peu la gueule, et on a vu des Hollandais un peu alpaguer le public pour se faire féliciter simplement parce que les matchs étaient de qualité. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on voit ça chez des amateurs, j'imagine que quand on est sur le terrain, ça doit faire chaud au cœur, et c'est même pas ça fait chaud au cœur, et ça donne envie de pousser plus fort et d'aller prendre des points pour les copains qui sont en tribune. Il en faudrait plus dans tous les clubs, Jean?
des ultras comme cela? C'est super, ouais, non, mais c'est très bien ça. C'est très bien pour y avoir joué. Qu'est-ce que vous en pensez, il n'y a pas longtemps de ces ultras que vous avez côtoyés de près? Mais c'est très bien pour un groupe. Ça s'inscrit dans la continuité de ce dont parlait Pierre, c'est-à-dire une aventure humaine. Et ces phénomènes-là en font partie de cette aventure humaine, parce que c'est eux qui sont les déclencheurs de petites troisième mi-temps sympathiques, et en plus quand il y a les résultats, donc Pierre, la fête est belle. C'est une partie de l'aventure qui est fantastique. J'ai joué pendant, ça fait presque 20 ans que je suis au club. J'ai joué devant des tribunes vides qui sonnaient vraiment creux. Et là, cette aventure du CUV, donc du collectif ultra versaillais, ça démarre par au départ des joueurs blessés qui viennent soutenir leurs potes, des copains de copains, des copines de copains, etc., etc. Et ça a grossi. Et désormais, ils sont là à tous les matchs à Porchefontaine et aux matchs à l'extérieur. Il faut aussi le souligner, c'est qu'ils font les déplacements et c'est une ambiance absolument fantastique. Faut pas oublier qu'on est en rugby amateur, départemental, régional. C'est assez rare pour être noté. On a cette chance fantastique d'avoir cette pierre à l'édifice qui apporte effectivement de l'ambiance, de la motivation, du plaisir vraiment à venir voir un match de rugby. Il s'éclate en tribune. C'est toujours bon enfant sportif, fair play pour pousser les Versaillais, mais aussi pour pousser le beau jeu avec les équipes qui viennent nous rencontrer au stade. Donc ça, c'est une des raisons aussi de la bonne santé du groupe français, du groupe versaillais. Effectivement, de temps en temps, ça fait la recette de la buvette, et ça, c'est aussi toujours avec modération, mais c'est une des. Et vous les aidez ou pas pour leurs animations? Vous les aidez? Non, les aide à la buvette. On les subventionne avec modération. Non, ils sont très inventifs, très créatifs, et on les aide en fait sur la partie communication et sur la partie agenda, et puis on les suit et on s'assure qu'ils soient toujours aussi nombreux en tribune. C'est un vrai bonheur. Alors on va ranger maintenant les ballons ovales et on passe à notre rubrique Focus. On va parler à baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'ont pas réussi à décrocher le premier titre de champion de France de leur histoire. Les Illymontins ont perdu ce samedi le troisième match de leur série contre Rouen sur le score de 2-0. Les Cougars pourront se consoler en se disant qu'ils ont tout simplement réalisé le plus beau parcours de l'histoire du club. Ils sont également qualifiés pour la Coupe d'Europe, une première pour Montigny-le-Bretonneux. On écoute les réactions. On ne peut pas parler de défaite attendue, c'est vrai que vous disiez malheureux, mais c'est vrai qu'on s'attend toujours à une finale, on aime la gagner. Quand on joue, c'est vrai ce qu'on dit souvent, une finale ça se gagne. Là, on a vraiment fait notre maximum, on a été le plus haut possible, et plutôt que malheureux, on est vraiment heureux de ce résultat, en tout cas sur la saison. Donc je le disais précédemment, les Cougars sont donc qualifiés pour la Coupe d'Europe, une première pour Montigny-le-Bretonneux. La question sur ce thème, les Cougars peuvent-ils avoir des regrets d'avoir perdu en finale? Oui, partagé. On fait un petit duel entre Jean et Yann. Jean-Yann. On va aller. Jean, vous commencez? Allez. Allez-y. C'est parti. Non, mais voilà, je suis partagé. Pourquoi? Parce que les regrets, oui, on peut avoir des regrets parce qu'ils ont perdu une finale, ça c'est sûr. Maintenant, l'entraîneur l'a lui-même dit dans le reportage que c'était déjà pas un exploit, mais que sportivement, être arrivé en finale, c'était vraiment l'aboutissement d'un travail collectif impressionnant, et que bon. Pour eux, la finale, c'était déjà bien. Après une finale, c'était l'objectif annoncé en début de saison. Voilà, Donc, mais atteindre un objectif, c'est toujours bien, puisqu'on fixe toujours des objectifs pour s'y rapprocher, mais ne pas spécialement les atteindre. Donc là, ils ont atteint l'objectif, donc c'est bien, c'est un positif. Après, là où je suis mitigé, c'est que il n'y a pas photo, quoi. Ils perdent 3-0, quoi. Alors ils perdent 3-0, mais il y a quand même 4-1 dans le premier match, 4-3 dans le second, 3 matchs, et 2-0 dans le troisième. D'accord, mais c'est 3 matchs quand même. Vous perdez 3 matchs sur 3. Donc à un moment donné, on peut avoir des regrets. Oui, parce que c'était une finale et qu'on l'a perdue. Ça, en tant que sportif, c'est logique. Après, sportivement, vous perdez 3 fois les 3 parties sur 3. Il faut être réaliste, quoi. Faut être objectif aussi. Voilà. C'est pour ça que je suis mitigé.
Yann, après Jean. Moi, moi, mon discours, il est que, en effet, une finale, c'est fait pour être gagné, parce que, sinon, on est automatiquement déçu de l'avoir perdu. Maintenant, quand on entend le coach, ils sont satisfaits de leur saison. Maintenant, on peut même pas dire qu'il faudra tirer les conséquences sur les saisons à venir, puisque c'est une marche qu'ils ont toujours du mal à aller chercher. C'est pas la première fois que ça arrive de perdre en finale comme en demi-finale d'habitude. Ils perdent en demi-finale. Voilà. Donc ils ont gravi un échelon supplémentaire. En effet, c'est de la compétition. C'est de la pression supplémentaire quand on arrive à la finale, parce que il faut on veut tous gagner, leurs adversaires le voulaient aussi. Moi, je pense que ça joue sur le deuxième match où ils perdent 4-3 à l'extérieur. Je pense que si ce match-là tourne en leur faveur, ça peut vraiment changer la physionomie du match. Ça a été très serré, ce match. Mais voilà, mais c'est voilà. Enfin, alors la problématique là, quand on regarde le tableau, c'est-à-dire qu'ils ont fait les 2 premiers matchs à l'extérieur et ils font le 3e match à domicile. Et s'ils avaient gagné ce troisième match, il y en aurait eu un 4e à Montigny-Bretonneux et un 5e à Montigny-Bretonneux pour départager les deux équipes. C'est quand même dommage de devoir jouer les 2 premiers à l'extérieur, et du fait, comme on plombe... C'est sur le format du basketball, par exemple. Comme on plombe les 2 premiers, du coup, c'est vrai que la dynamique quand on attaque le 3e, c'est pas la même. Alors après, j'imagine que c'est des questions de logistique. Ils doivent faire 2 matchs sur une même journée quand ils se déplacent, et puis après quand ils reviennent, ils sont susceptibles d'en jouer 3 sur le match retour. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu, c'est un peu dommage et pour moi, ça se joue sur ce deuxième match qui a été couteau tiré et qui aurait pu basculer en leur faveur. Pierre, vous pensez que l'expérience de Rouen a joué sur cette finale, en sachant que Rouen avait gagné 14 des 16 dernières finales? Et je note surtout aussi qu'a priori, d'après le classement, c'est le 3e et 4e qui vont en finale au dépend des premiers et 2e. Donc ils avaient le même nombre de victoires. C'est le nombre de victoires qu'on voit à l'écran. Donc Rouen et Montigny-Bretonneux étaient à égalité parfaite sur la saison. Oui, donc évidemment sur un format comme ça de phase finale, l'expérience joue. Jean l'a rappelé, ça a été assez net en finale. Ils vont même pas jusqu'au 4e ou 5e match, et donc c'est sûrement une façon d'aborder l'événement, une façon d'aborder la finale, puisqu'a priori Montigny est plus habitué aux demi. Yann l'a également rappelé. Il y a 2 ans en arrière, Montigny-Bretonneux était en 2e division. Voilà, donc c'est petit à petit, ils franchissent des étapes. Retour en première division, demi-finale, 2e saison, finale. Voilà, donc c'est quand même une belle progression, et ça leur servira pour la suite, qu'on leur souhaite successful. Je voudrais qu'on remette le classement et qu'on regarde quelque chose. Un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous intéresse là? Non, il n'y a rien qui m'intéresse, mais je veux juste regarder. Si on regarde, voilà, Sénart, club d'Île-de-France. Montigny, club d'Île-de-France. Savigny, club d'Île-de-France. Puc, club d'Île-de-France. Ça veut dire que ces 4 clubs ne peuvent pas attirer les meilleurs joueurs de la région. Quand vous prenez Rouen, quand vous prenez Montpellier, quand vous prenez La Rochelle, ils arrivent à drainer au niveau régional les meilleurs joueurs de la région. Nous, on les dispatche sur 4 clubs différents. Et il y a beaucoup d'imports également dans les équipes de baseball. Et en plus, il y a de l'import. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est en Île-de-France, on joue pas. Alors bien sûr qu'on a plus de densité, mais on ne joue pas à armes égales avec des grosses régions, ou alors avec des clubs importants dans des belles régions. Voilà. Là, moi là, quand je regarde le classement, ça me saute aux yeux. C'était juste ce petit point que je voulais aborder. Donc, en effet, ce que fait Montigny aujourd'hui, c'est beau. Donc, plus 1000 licenciés, je crois, à Montigny-Bretonneux, dans des catégories de jeunes jusqu'aux seniors. C'est comme dans les autres sports. L'Île-de-France a un pouvoir d'attractivité qui est aussi professionnel par rapport à des clubs et des sports amateurs. Donc, c'est vrai que ça dilue un petit peu les talents sur différents clubs, mais au moins, il y a aussi un pouvoir d'attraction assez important. On va passer maintenant à notre coup de projecteur. Je vous propose maintenant de prendre le large dans cette émission. Le départ de la Route du Rhum, la course qui relie à Saint-Malo à la Guadeloupe, sera donnée le 4 novembre prochain. Parmi les participants, on retrouvera un certain Louis Burton, originaire de Rambouillet. Le skipper veut terminer dans le haut du classement sur son bateau à Bureau-Vallée. On l'écoute.
J'ai un super bateau, on a racheté le bateau qui a gagné le dernier Vendée Globe dans la catégorie IMOCA. On a, grâce à nos partenaires, pu refaire pas mal de voiles qui vont être toutes neuves pour le départ de la route du Rhum. Et puis l'équipe Biracing qui a préparé le bateau toute l'année. Moi j'ai beaucoup navigué dessus. Maintenant il y a un plateau de dingue, puisqu'il y aura 21 bateaux dans ma catégorie. Et dans les 5 ce serait pas mal, un podium ce serait une belle réussite. Et alors la victoire on n'en parle pas. La question sur ce thème, doit-il assumer son statut de favori ? Parce que maintenant c'est un favori, Louis Burton, on peut le dire. Oui, mais moi dans le discours, pour l'instant, il l'assume pas. Il l'assume pas. Et non, parce que dans le discours, en effet, il a le bateut qui a gagné. Mais est-ce qu'il doit l'assumer quand même, quoi qu'il arrive ? Il doit l'assumer. Pour l'instant, il ne l'assume pas. On fait le vote d'abord, avant de débattre. On fait un petit duel entre Jean et du coup Pierre. Pierre, vous commencez. Je pense que Et Yann pourra peaufiner son analyse. C'est justement le statut de favori qui, en voile, me paraît extrêmement improbable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres extérieurs, tellement de facteurs à prendre en considération que justement, un statut de favori, déjà, c'est difficile à mettre en place. Alors, à assumer, c'est encore plus difficile. Donc, je pense que là, jusqu'à maintenant, faut qu'il mise sur la chance, faut qu'il mise sur son entraînement, faut qu'il mise sur la qualité de son bateau. Si ça lui permet d'assumer un statut qu'on lui a affublé, ok, mais j'en doute un peu parce que la course au large, dans ces courses mythiques là, c'est beaucoup de chance et beaucoup de préparation, beaucoup de forme physique aussi pour pouvoir assumer les journées et les nuits de course. Donc bon vent à lui. Jean. Mais il a quand même, il a dit lui-même, il a racheté quand même le bateau Bureau Vallée. C'est ça, donc avec des foils, ancien bateau d'Armel Lecléache. Voilà, qui a remporté le dernier Vendée Globe. Il a en plus, je dirais, rénové. C'était bien Banque Populaire qui avait gagné, pas Bureau Vallée. Ouais. Donc, il a racheté le bateau. Bureau Vallée a racheté le bateau. Et il repart. Il a juste changé la peinture, un coup de pinceau. Il a par contre de nouvelles voiles. Par contre, je tiens à le préciser. Les anciennes voiles avaient déjà fait 2 tours du monde. Nouveau ballot, voilà. Le nouveau bateau, nouvelle voile, nouveau ballot. Non, mais forcément, il est favori. Et puis de toute façon, il faut bien trouver des favoris dans ce sport-là. Parce qu'il y a tellement de paramètres. Si on peut voir mais non, mais de toute façon, il est yvelinois, donc il faut être quand même avec eux. Non, mais forcément, il en faut des favoris. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu dans ces compétitions. Le temps, la chance, le facteur chance est énorme. Après, lui, c'est un bon navigateur, il a un bon bateau, donc forcément il est favori. Et là, il devrait quand même aussi, comme disait Yann au tout début, il va le développer, mais il devrait quand même maintenant se positionner un petit peu pour dire, voilà, moi je fais partie des favoris, je m'affirme comme tel, et craignez-moi, quoi. Parce que là, c'est facile de rester dans l'ombre, et puis de dire, non, je suis pas encore favori. Ben si, quand même, t'as un gros bateau, t'as tout changé, t'as mis 2 coups de peinture, donc maintenant, allons-y, tiens le mât. Donc 20e en 2010 sur la route du Rhum, 5e en 2014, 7e du dernier Vendée Globe, forcément, c'est un favori, Yann. Aujourd'hui, il a mis les choses en place pour pouvoir passer les marches supérieures. L'entendre dire, une 5e place, je serais content, un podium, ce serait top, et une victoire, on en parle, j'imagine même pas. Moi, c'est pas un discours de conquérant. Quand on veut être, j'ai toujours parti du principe, si à partir du moment où on veut être sur un podium, il faut viser le titre. Si on vise le titre, on a plus de chances d'être sur le podium. Si on vise le podium, oui, on sera dans les 5 premiers. Là, je trouve qu'il a la démarche inverse. Je trouve ça dommage, surtout que il a un très bon bateau, le meilleur, je ne sais pas, mais il a un très bon bateau puisqu'il a déjà fait ses preuves. Parce que les autres ont racheté d'autres bateaux aussi. Les autres ont aussi amélioré, donc voilà, tout le monde travaille. Mais demander à zut, je vais pas retrouver son nom, un pilote de Formule 1 français, un pilote actuel qui est chez Grosjean, Romain Grosjean, demandez-lui si on lui file la voiture d'Hamilton, s'il visera pas le titre ou s'il visera pas le podium. Je pense que la réponse elle est ferme et définitive. Oui, bien sûr, si j'ai la meilleure voiture, je vise le podium, et c'est déjà parce que voilà, quand on a le meilleur outil dans ces sports mécaniques, parce que là, oui, bien sûr que comment ? Toujours avoir les bons outils. Quand on a les meilleurs outils, oui, bien sûr qu'on veut être devant. Et voilà, c'est juste son discours. Maintenant,
il est humble. Et ça peut quand même être pas révélateur, mais ça peut quand même fournir de bons résultats par la suite. Culture française, ça, d'arriver masqué et puis de ne pas forcément assumer ces statuts-là. Il a 33 ans aussi. Ouais. C'est peut-être le moment pour lui de s'affirmer, Pierre. Expérimenter là, les marins non pas d'eau douce mais au long cours et sur ces courses exigeantes se basent sur un certain nombre d'années d'expérience. Alors si en plus il a un bon bateau, là peut-être on pourra parler de statut de favori. Ouais. Et la différence aussi avec un Vendée Globe où il avait terminé 7e, une Route du Rhum, c'est une quinzaine de jours à peu près de course, Jean. Ouais, c'est facile. D'ailleurs, Jean sera au départ. Je tenais à la révéler en exclusivité sur TV78. Le bateau du petit baigneur. Alors avant de changer de thématique, une dernière info, Route du Rhum, Louis Burton ne sera pas le seul Yvelinois à participer à la compétition. Le Versaillais Éric Bédion, 9e du dernier Vendée Globe, sera à bord de son bateau comme un seul homme. En faveur des handicapés, il espère avant tout terminer la course. Lui, il ne veut pas être terminé premier, il veut terminer la course. Voilà, un petit commentaire. Comment ça se fait qu'il y a autant d'Yvelinois sur ces compétitions-là? Ça c'est facile. La pièce d'eau des Suisses est très connue pour ses qualités de 50 ans. La base de loisirs de 50 ans. Voilà, c'est normal. Non, en fait, je pense que c'est parce que le 21e arrondissement doit se situer autour de La Baule ou alors de Deauville, et donc du coup, on a facilité quand on est dans les élus, aller passer des vacances là-bas. On va arrêter de dire des bêtises, mais non, la voile, c'est une passion qui pique un peu tout le monde. Je pense que quand on a la chance de pouvoir le pratiquer à un âge jeune, et puis que nos parents, que les parents leur ont montré ce que c'était, ben voilà, quand on est passionné, quelle que soit la région d'origine, eh bien on a envie de s'investir dedans. C'est un beau sport. Et alors moi, là où je voulais quand même répondre à votre question par rapport à ce coureur, ce Versaillais qui lui souhaite juste arriver. Dans toutes les disciplines, dans toutes les courses, quand vous partez sur un marathon, 42 km, il y a 15 mecs qui généralement viennent d'Afrique, qui eux veulent gagner, les autres veulent faire une performance personnelle chronométrique, et puis après il y a la grosse masse qui elle veut devenir finisher. Voilà, donc chacun y prend, l'important c'est que chacun y prenne du plaisir. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On passe maintenant à notre dernière page, la rubrique débat. Dans cette page débat, nous allons parler de golf. La Ryder Cup s'est officiellement terminée depuis le 30 septembre au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dès la cérémonie et des trophées terminés, les organisateurs ont commencé à démonter les gigantesques structures, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'opération devrait se terminer d'ici la fin novembre, ou plutôt la mi-novembre. Malgré ces tristes images, la fédération française aura réussi sa Ryder Cup au niveau de l'engouement. Les chiffres donnent le tournis à 1 milliard de téléspectateurs, plus de 250 000 spectateurs sur les 3 jours de compétition. Des chiffres qui donnent donc des idées pour les années à venir au président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charon. On l'écoute. Nous voulons poursuivre cette politique d'accueil de grands événements pour montrer et concrétiser toujours ce savoir-faire français et que la Ryder Cup nous a offert. Et pourquoi pas, je ne dis pas que nous le ferons, mais on pourra y réfléchir, après la Ryder Cup, à accueillir la Solheim Cup, l'équivalent féminin de la Ryder Cup. Et pourquoi pas retenter d'avoir une nouvelle Ryder Cup dans les années à venir. Le golf d'Hazeltine aux États-Unis va par exemple accueillir en 2028 une deuxième Ryder Cup après celle de 2016. Donc rien n'est impossible. La question sur ce thème, le golf national doit-il de nouveau candidater pour une Ryder Cup dans les prochaines années, forcément? Oui. Jean, oui? Oui, bien sûr, c'est une réussite totale, vous l'avez dit, c'est une réussite totale. Le parcours par lui-même, il est magnifique, au niveau de la technicité, au niveau, à tous les niveaux, c'est un beau golf déjà, et puis voilà, on a montré ce qu'on savait faire, et en plus on a gagné. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, quoi? Tout était bon, les chiffres, on a affolé les chronos. Non, il y a rien d'autre à dire. Bien sûr qu'il faut. D'ailleurs, eux, ils veulent le refaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de faire mieux. C'est américain, ça. Ils se sont fait battre, et en plus, on a fait les choses en grand. D'habitude, c'est eux qui font ça. Donc là, on les a battus un petit peu sur leur propre terrain. Que ce soit le terrain sportif et le terrain de tout ce qui était animation autour.
Donc forcément, il faut qu'on repostule. Yann. Tout est dit un petit peu. Oui, mais quand est-ce que vous avez déjà une date en tête? Étant donné que le golf américain dont vous nous parliez, il y a eu 12 ans entre les deux Ryder Cup qui les organisent, voilà, ça montre, et puis que les distributions aussi sont faites très longtemps à l'avance, parce que la Ryder Cup à 50 ans Levin, ça fait déjà quelques années que 2010-2011. Voilà, que vous nous en parlez. Donc en effet, on le sait. Donc voilà, en effet, il faut candidater maintenant pour pouvoir avoir une nouvelle Ryder Cup dans une dizaine d'années. Mais de toute façon, on pourra pas le faire plus tôt. Mais ce sera déjà très bien. Et comme tout s'est bien passé, puisque moi ma plus grosse inquiétude c'était les parkings, mais comme tout s'est bien passé, les infrastructures ont été très bien gérées. Bravo aux organisateurs d'avoir pu répondre à un événement de cette ampleur. Pierre. 3 points. C'est le premier, c'est qu'il y a un contexte historique. Depuis 1927, il y a très peu de parcours. Il n'y en a qu'un seul qui a accueilli 2 fois la Ryder Cup. Donc ça serait déjà une particularité du lieu d'accueil français. Deuxième point, c'est que sur tous les points dont l'organisation française, sur lesquels l'organisation française avait un poids, était une réussite. C'est-à-dire, Jean l'a rappelé, c'est une réussite sur toute la ligne en termes de spectacle, d'accueil, d'ambiance. Le golf national est fait pour ce type d'événement. C'est-à-dire avec l'ensemble des buts qui bordent les trous et les fairways, c'est un fantastique stadium de golf. Et là, on l'a vécu pendant toute la semaine de Ryder. C'était une ambiance électrique grâce à la culture et au savoir des Britanniques. Et maintenant, troisième point, il y a un doute. Il se dit dans les couloirs que la candidature de Rome pour l'accueil de la Ryder Cup 2022 est un petit peu en ballottage défavorable. Le contexte du golf en Italie, c'est moins de 100 000 licenciés. C'est un secteur qui va pas forcément très bien, qui est pas très en forme, qui est à l'ombre évidemment du football et d'autres sports majeurs. Et il se dirait justement qu'il y a quelques doutes sur la capacité de la partie italienne d'organiser cet événement-là. C'est peut-être ici, vu la vague sur laquelle on peut surfer en France, qu'il peut y avoir une première date 2022. Voilà. C'est évidemment au conditionnel. Si jamais il y avait une défaillance de la candidature italienne, de l'organisation italienne, ça serait de reprendre le flambeau. Et puis on est prêt à faire mieux, encore mieux si c'est le cas. La Fédé et les professionnels du sport du golf en France le sont. Ou sinon de candidater pour dans quelques années, sachant que le calendrier il est figé jusqu'à à peu près 2028 actuellement, donc tous les 2 ans en Europe. Il y a d'autres candidats. Il y aura sûrement l'Espagne qui reviendra sur le tapis. Évidemment les parcours britanniques, mais la France a montré avec le golf national et la communauté d'agglo de Saint-Quentin qu'elle était capable d'accueillir et de magnifier un tel événement avec une ambiance sportive électrique et fantastique. Espérons aussi que ça donne à beaucoup l'envie de découvrir ce sport qui peut être fun, spectaculaire et convivial. Et alors je l'ai souvent dit. Yann. Moi, mon père était marathonien et s'est mis au golf tardivement. Et il m'a toujours dit, Yann, n'essaie pas. Ne commence pas parce que il sait comment je suis quelqu'un de passionné quand je fais quelque chose, et il m'a dit tu vas complètement accrocher et tu vas donc là je pense à beaucoup de donc il vous a recommandé de ne pas essayer de ne pas essayer le golf. Pas maintenant, plus tard parce que sinon je vais être piqué par le virus. Mais par contre voilà, c'est cette phrase que mon père m'a dit. C'est quelque chose que l'on peut conseiller à beaucoup de gens, c'est-à-dire des gens qui sont sportifs, qui malheureusement ne peuvent plus pratiquer leur sport de prédilection parce que blessures et parce que beaucoup de sports sont traumatisants. Je pense au marathon ou aux coureurs à pied qui, c'est vrai que passer quelques années ça devient difficile. C'est vrai que dans le golf ils vont retrouver un réel plaisir à pratiquer un sport, un vrai beau sport. Pour revenir à la Ryder Cup du coup 2022, vous êtes d'accord avec Pierre, c'est le meilleur créneau possible? Enfin, le meilleur créneau possible, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Imaginez-vous le comité d'organisation Rome, même si aujourd'hui c'est peut-être un peu compliqué pour eux, on leur dit non les gars, vous l'avez plus finalement. Je pense que ça peut être très mal interprété. Et après,
tout en étant justifié par rapport aux éléments que tu nous donnes. Mais en effet, c'est vrai que l'ayant organisé et on vient juste de l'organiser, ça s'est super bien passé. Peut-être que oui, ce serait le bon créneau et ce serait énorme de le revoir 4 ans après, quoi. En même temps, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et Rome. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette candidature? Mais oui, on va revenir sur 2022 si c'est possible. Mais il faut parce que pour l'instant, après, on a qu'à se positionner sur 2030. On n'a statué que sur 2022. C'est-à-dire que les éditions qui vont venir juste après, n'ont pas encore été statuées pour l'instant, même si on pense que ça va revenir du côté des îles britanniques, justement. Mais auquel cas, on n'a qu'à se positionner sur 2030, puisque ça ferait 12 ans, exactement le même écart pour le Minnesota. Donc 2022, ce serait, on va dire, ce serait bien parce que on a montré ce qu'on savait faire, on a le savoir-faire, c'est chaud encore, donc on a l'expérience. Et ce sera certainement, si c'est 2022, ce sera le même comité d'organisation, donc ils auront l'expérience de ce qu'ils auront fait il y a peu de temps, donc ça ne peut être que mieux. Après, si c'est pas 2022, positionne-nous sur le 2030. Très rapidement, vous avez 10 secondes, Pierre. Première réussite de cet événement-là, c'est qu'on parle de golf et on a vu à quel point ça pouvait être un événement fédérateur et un sport fédérateur. Et ça, c'est une des plus importantes réussites. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le 7 novembre prochain pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation du footballeur Pelé. Celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.